consacrée de chaque lundi, mercredi et des vendredis à partir de 16h juste. Il a plu abondamment sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Nous disons merci à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Jusque-là, un seul invité sur le plateau. Il est membre de l'opposition, coordonnateur national de l'ASBEL FOSIP. C'est avec lui que nous commençons à décrypter sur la levée de moratoire de la peine de mort. Mais avant tout, il va nous dire qu'est-ce qui a retenu son attention tout au long de cette semaine comme actualité, hormis le sujet d'aujourd'hui. Il s'appelle Henri Similar Mikanda, il est un habitué du débat, un habitué du magazine Actu 60, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, merci aussi à... Bon, moi je peux dire ce qui a retenu mon attention dans cette actualité, cette semaine. Bon, je pense que c'est aussi l'inhumation de Chéribin Okenge. Ça a fait vraiment l'événement. Parce que vraiment, c'est triste de voir un homme qui part. Un homme qui part et puis par après qui refuse d'être enterré. Oui, oui. Il refuse d'être enterré. On a senti que même mort, Chéribin Okenge est resté le même homme plus puissant, vivant, fort et décédé fort. Donc, les portières ne s'ouvraient pas et ils ont été obligés pendant plus d'une heure. Même pas pendant plus d'une heure. Ils ont été obligés de casser pour faire sortir le cercueil. Donc, pour dire que Chéribin Okenge, c'est un homme fort qui est resté jusqu'à mort, un homme fort. On peut toujours continuer à croire à la tradition. Bon, moi, je crois fortement à la tradition parce qu'on est Bantou. Et en tant que Bantou, nous croyons qu'il y a une vie après la mort. Et en tant que Bantou, nous croyons aussi que Chéribin Okenge est parmi nous. En tant que Bantou, nous croyons que, comme la famille l'a dit, il y a aussi une solution, une justice traditionnelle. Une justice coutumière. Et cette justice coutumière, pour dire qu'une justice spirituelle, arrive aussi à apporter des résultats. Elle arrive aussi à apporter des résultats et elle apportera de résultats. La deuxième des choses qui m'a beaucoup gêné en le suivant, c'est en fait les points de vue de Modéron Bandou. Modéron Timba. Bon, j'ai été déçu parce qu'il est déçu de Tshisekedi en n'étant pas ministre. Ça m'a déçu d'abord. Il devait être déçu de Tshisekedi tout en étant ministre. Il regrette Kabila, c'est ce que j'ai retenu par rapport à tout ce qu'il a pu dire par là. Mais il regrette Kabila parce que tout simplement, il n'est plus au gouvernement avec Félix. Je pense qu'il allait regretter Kabila pendant que... Il n'a pas été repris au gouvernement Fatih II. Il n'a pas été repris. Et il devait regretter Kabila peut-être quand il était ministre, là j'allais dire non, c'est un homme qui parle en toute objectivité. Mais il regrette Kabila parce que Félix n'a pas fait de lui encore ministre. Donc pour moi, je trouve que je suis déçu parce que il m'a beaucoup déçu parce que moi, je n'ai pas eu le 1 millième de ce que lui, il a eu de Kabila. Mais il est mappé, non? Il est sous résidence, résidence surveillée. Bon, il est mappé, il peut être en Makala. J'ai lu dernièrement, j'ai lu dans un journal qu'il est déjà transféré à Makala. Oui, donc, pour dire tout simplement que moi, je suis très déçu qu'il reconnaisse Kabila lorsqu'il n'est pas au gouvernement. J'allais aimer qu'il soit au gouvernement et qu'il reconnaisse Kabila comme étant un homme qui a été bien et qu'il ne regrette pas la mauvaise gestion de Tshisekedi parce qu'il n'est pas au gouvernement. Ça me déçoit beaucoup de sa part. Il est déjà transféré à Makala. Est-ce qu'il pourra être condamné? Comment déjà vous pouvez peut-être analyser d'avance? Bon, c'est une affaire, il faut dire vrai, c'est une affaire qui n'a pas de connotation judiciaire. Normalement, c'est une affaire purement politique. Il faut dire vrai. Parce que judiciaire par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il dit là-bas des judiciaires? Il dit des choses qui sont... Il donne son point de vue par rapport à une affaire. Donc, ce point de vue qu'il donne, dont beaucoup de Congolais partagent, c'est le point de vue de la famille Chéribin Okenge. Donc, je ne vois pas ce qui est judiciaire dans ça. C'est juste que... il est arrêté, mais moi, je trouve que, en toute honnêteté, c'est une affaire purement politique. Et ce n'est pas judiciaire. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Il y a eu levée du moratoire de la peine de mort. Oui. Premièrement, à quel état d'esprit aviez-vous reçu ce communiqué? Bon, madame, les motivations premières de cette levée, c'est en fait
Non, avant d'aller à la motivation, quel état d'esprit avez-vous reçu cette... Bon, c'est en fait un état d'esprit de déception. Je suis très déçu en tant que citoyen que nous puissions croire que ce pays, en menaçant les Congolais, c'est là où on va redresser les Congolais. On doit redresser notre pays. Je suis très déçu parce que on ne peut pas redresser un pays tout en menaçant les Congolais. On ne peut pas redresser un pays où on ne peut pas redresser une armée tout en menaçant le militaire, tout en menaçant le militaire. Non, je pense que l'armée est l'école, la première école où la première centre de formation pour les patriotes, le premier regroupement des patriotes, c'est l'armée. Et l'armée, je pense qu'une armée dans un pays ne peut être que redressée, ne peut être que mis à contribution pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale qu'en utilisant valablement le patriotisme, en valorisant les côtés patriotiques de notre armée. Et dans toutes les armées, on ne peut pas dire que, comme on a dit, la motivation première était en fait la traîtrisme. Bon, si on dit la traîtrisme, il faut se poser aussi la question. La traîtrisme, oui, nous disons oui, il y en a eu, mais à qui fait confiance le chef de l'État? C'est ça la première question à savoir. Dans toutes les armées au monde, il y a toujours ceux qui ont double casquette. C'est pourquoi vous verrez qu'au sein d'une armée, au sein de notre armée, il y a des services d'espionnage et de contre-espionnage. Les services d'espionnage et de contre-espionnage militaires qu'on appelle chez nous ici la DEMIAP existent dans toutes les armées au monde. Pour dire que tout simplement que le fait que ces services existent, c'est qu'on connaît qu'il peut y avoir des traîtres. Bon, c'est quelle manière de faire de plans de guerre qu'on fait à l'Est là-bas. Si on mène des plans de guerre et que la plupart de ces plans de guerre arrivent à échouer, c'est que les commandants des opérations ne mènent pas les opérations ou ne maîtrisent pas les terrains, ne maîtrisent pas les réalités et n'ont pas des données suffisantes par rapport à leurs adversaires. Qu'est-ce qui vous gêne par rapport à cette levée des moratoires? Ce n'est pas ce qui gêne, c'est en fait le contexte à laquelle ces levées se retrouvent. On se retrouve dans un contexte où le gouvernement, par exemple, le chef de l'État, est en train de décrier. Il dit clairement que la justice, elle est malade. Face à une justice malade, une justice dont on a vu le procès caméré, un procès bâclé, où on a connu le décès du juge, d'un juge, on a perdu un juge, Yanni. Il est parti comme ça parce que tout simplement, tout était bâclé. Bon, alors, avec tout ce qu'on a eu comme procès bâclé, avec tout ce qu'on reproche à cette justice, même concernant le verdict, concernant l'affaire Chéribin Okende, tout ce qu'on peut reprocher, est-ce que par rapport à tout cela, cette justice a la confiance des citoyens? Est-ce que par rapport à tout ça, on peut dire que cette justice que nous avons aujourd'hui... Henri, laissez-moi vous relancer. La peine de mort a deux fonctions. Oui. La première, la fonction éliminatrice. Oui. La seconde, c'est la fonction intimidatrice. Oui. Quoi de plus normal? Bon, la première est d'éliminer un peu les cas les plus gênants. À travers le monde, par exemple, le cas des États-Unis qui en fait, sur le plan fédéral, la peine de mort est abolie. Sur le plan fédéral aux États-Unis. Mais sur le plan des États, on a laissé on a laissé la libre choix à tous les États de pouvoir décider, soit d'appliquer, soit de ne pas appliquer. Donc, aux États-Unis, en soi, il y a un moratoire par rapport à la peine de mort. Il y a un moratoire. Même l'Union européenne avait fait une déclaration là-dessus, qu'ils sont dans l'abolition de la peine de mort. Oui. Mais quelque part aussi, face à ce qui se passe dans notre pays, la traîtrise, tout d'un coup, on se réveille, un citoyen congolais devient M23, devient rebelle. Tout d'un coup, les gens trahissent facilement leur pays. Mais c'est tout à fait normal qu'on puisse lancer cette peine de mort. Non, mais c'est... Non. Il y a aussi... Même face au Koulouna, vous voyez. Non, aujourd'hui, si un Koulouna voit son collègue Koulouna être pendu, ça fera peur. Ils vont reculer un peu. Bon, moi, personnellement, je vais vous dire la vérité. Le cas américain. Aux États-Unis, par exemple, on s'est rendu compte que la peine de mort, quand on l'a appliquée, ça a fait que la plupart des criminels sont devenus plus violents avant. Pourquoi? Ils savent que comme je viens de tuer, c'est par accident, ou soit je viens de tuer par préméditation. Mais le fait que je viens de tuer par accident ou par préméditation, lorsqu'on m'arrête
à coup sûr, je vais faire de la prison, à coup sûr, on va me tuer. La conséquence, c'est que la plupart des militaires, la plupart de criminels ont du mal à pouvoir accepter d'être arrêtés. Donc, même durant leur fuite, ils arrivent à tuer. Ils deviennent plus dangereux qu'avant. Donc, la peine de mort, c'est pourquoi la peine de mort en soi rend les criminels plus meurtrières qu'avant. Parce que la peine de mort, c'est en fait un aller non-retour. Alors, or, tandis que lorsque la peine de mort elle est abolie, lorsque les gens savent qu'il y a une justice au moins, je peux avoir la chance de reprendre ma vie, les gens se retiennent au moins à devenir extrémistes dans le meurtre, à devenir violents, à devenir plus maîtrisés. Donc, maintenant, cela veut dire quoi? Pour redresser, par exemple, dans le cas de notre armée, il faut voir aussi la question intérieure. Là, c'est le PPRD qui l'a décrié. Là, nous tous, nous l'avons décrié. La manière dont la question intérieure dans notre pays est diligentée. Il faut voir comment on a traité les élections. Comment on a eu des élections totalement bâclées. Tout cela n'est pas d'une nature à pouvoir favoriser, en fait, que les citoyens restent valablement intégrés dans une société de cohésion. La cohésion nationale est fragilisée. Et en fragilisant la cohésion nationale, nous sommes dans une posture où les gens se retrouvent dans des positions où ils doivent obligatoirement aller rejoindre d'autres voies d'expression. Donc, ce que nous n'encourageons pas. Donc, mais tout simplement pour dire tout simplement que si on avait eu de bonnes élections, des élections capables ou des élections inclusives, comme l'avait demandé le PPRD-FCC, si on avait eu des élections qui ont reflété en fait l'image du Congo, l'image d'un pays prospère, rassembleur, l'image d'un pays uni ou un peuple uni, mais on a eu des élections qui ont été tachetées d'irrégularité, de tribalisme, d'un esprit d'envoûtement à vouloir tout simplement balkaniser le pays, à pouvoir mentalement des Congolais. Alors, par rapport à tout ça, c'est ce qui encourage les gens à pouvoir suivre d'autres voies d'expression. Lorsqu'on permet l'expression démocratique de s'exprimer au sein de la République, en ce moment-là, la peine de mort, n'est pas du tout la chose qui peut pousser les gens à rester patriotes ou à être patriotes. Ce qui pousse les gens à être patriotes, à rester congolais, c'est plus l'amour du pays. Et lorsque les dirigeants sont en train d'imprimer les gains individuels, les festins, le Parlement où on apprend maintenant, je ne confirme pas, où on apprend maintenant un député passe à 33 000 $ américains, aussi longtemps qu'un fonctionnaire de l'État a moins de 100 $ le mois, c'est pour vous dire tout simplement que c'est une situation d'anormalité qui ne favorise pas la cohésion nationale. On fragilise la cohésion nationale, on fragilise l'unité des Congolais. Vous savez, lorsqu'on est dirigeant, il y a une marque qu'on imprime. C'est cette marque-là qui pousse les citoyens à pouvoir s'identifier par rapport aux dirigeants. Mais vous savez aussi que l'homme est toujours insatisfait, surtout l'homme noir. Mais lorsqu'un député touche 21 000 $, il passe à 33 000 $ et un fonctionnaire à 100 $. En quoi l'homme est insatisfait? Un exemple typique, Jean-Jacques Mamba, qui était député national. Le mandat récent, il n'a pas été élu, il n'a pas été proclamé. Oui. Il se fâche, il va en Europe, il fait une déclaration qu'il soutient Nanga. Un type pareil, dites-moi un peu, en quoi il est patriote? Et si aujourd'hui, il a été rattrapé, extradé ici, et que si on proposait une pendaison, où est le mal? Bon, moi je dirais, Jean-Jacques Mamba, si vous suivez, je ne le soutiens pas d'abord. On ne soutient pas parce qu'on ne participe pas à ces actions-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, il a décrié, il a relevé certaines incohérences. C'est pourquoi nous disons ceci. Mais quand on était au Parlement, il n'avait pas décrié ça. Bon, nous disons ceci. C'est en fait aussi la politique d'intolérance qui règne au sein du pays, où les gens ont peur de s'exprimer parce que lorsque vous essayez de dire des choses contraires, parce que vous savez vous-même qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, que lorsqu'il y aura le gouvernement, lorsqu'on va nommer les gens dans les entreprises, eh ben, l'union sacrée va se vider et beaucoup vont rejoindre le M23. On le sait. Donc, pour vous dire tout simplement quoi? Pour vous dire que le problème, c'est les mécanismes et les méthodes de gestion du pays. Lorsque vous gérez un pays sur les bases démocratiques, lorsque vous gérez un pays dans la promotion d'un état de droit qui se base essentiellement sur la promotion du droit de l'homme, la promotion de la justice et de l'équité, en ces moments-là, le pays
le pays arrive les citoyens arrivent à ne pas se sentir frustrés. Les élections de 2023 sont une occasion de frustration. Et aujourd'hui, beaucoup se retiennent parce qu'ils sont démocrates. Mais maintenant, les méthodes de gestion aussi de ces pays, de ces régimes, sont des méthodes qui fragilisent et qui poussent les Congolais à la révolte. C'est là où nous disons qu'ils doivent revoir leur manière de gérer le Congo. On ne peut pas gérer le Congo au mépris des autres communautés ethniques, ou on ne peut pas gérer le Congo au mépris des autres tendances politiques. Parce que vous avez gagné parce que vous avez pris le pouvoir, vous l'avez pris le pouvoir démocratiquement, c'est pourquoi vous avez l'obligation d'imposer des méthodes dictatoriales dans la gestion du pays. Là, c'est en fait une anomalité. Maintenant, pour arriver maintenant à ce qu'on puisse redresser les Congolais. Les Congolais, on les redresse parce que la souffrance est partagée. On ne peut pas faire en sorte que ceux qui sont à la présidence partout sont mieux payés et les autres doivent subir en fait les corvées. Non, c'est pas ça. Donc, on doit partager la souffrance. C'est en partageant la souffrance, c'est en partageant la douleur, c'est en partageant les difficultés. C'est là où le peuple et les dirigeants vivent en communion. Et lorsque le peuple et les dirigeants vivent en communion, c'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on fait naître, c'est ce qu'on appelle la cohésion. La cohésion fait naître les patriotismes. Pour l'armée, on ne peut pas aussi mener... Ça, c'est en fait des pratiques dictatoriales. Dans un pays dictatorial, on intimide la population. La peine de mort, de la manière dont c'est abordé, c'est de la manière à vouloir dire « nous vous intimidons parce que vous risquez... » Quel est le caractère positif de la peine de mort, selon vous? Non, les caractères... Madame, il faut voir aussi la Constitution. Non, s'il vous plaît. Oui. Quel est le caractère positif de la peine? Parce qu'il ne faut pas tout voir du côté noir, du côté négatif, non? Quel est son caractère positif, la peine de mort? La première des choses, il faut tenir compte que l'article 16 de notre Constitution reconnaît le caractère sacré de la vie. La sacralité de la vie, oui. Il reconnaît le caractère sacré de la vie. C'est pour dire que la Constitution congolaise, de par son existence, est contre la peine de mort. Donc, la Constitution reconnaît que toute personne est faillible, toute personne peut avoir droit à une seconde chance. Aujourd'hui, les criminels entrent chez moi. Oui. Ils abattent mon mari. Oui. Ils abattent mes enfants. Oui. Ils me violent. Oui. Et vous allez me dire que non, ces gens-là ont droit aussi à une seconde chance. On ne peut pas être madame, pendu. Les Koulouna qui rencontrent une dame enceinte, on fait sortir le fœtus dedans. La femme meurt. Oui. Et dites-moi un peu, ce genre de Koulouna ne mérite pas la peine de mort? Bon, il y a ceci, madame. En République démocratique du Congo, ce genre de criminels a bénéficié de la peine de détention à vie. Cela veut dire, au lieu de le tuer, on les garde en prison de façon où il ne verra plus jamais la lumière du jour. Donc il est condamné à mort. Il y en a eu ici, même sous Kabila, on a condamné certains à mort, mais la peine n'était pas exécutable parce que c'était commué, on avait omis ça à la peine, à l'emprisonnement en vie. Et la plupart, même aux États-Unis, il y a des gens qui font plus de 30 ans dans le couloir de la mort, qui sont en train d'attendre que leur peine puisse être exécutée. Mais par après, on finit toujours par se rendre compte que le monsieur a plus de 25 ans. Par après, on se rend compte que la personne était innocente. Donc, pour dire ceci, moi, il ne faut pas aller dans le sens... la justice n'est pas là. La justice, c'est pour apaiser les esprits. La justice n'est pas dans le sens de pouvoir dire que nous devons faire une vengeance. La justice n'est pas là pour satisfaire les gens qui veulent se venger. On n'est pas là pour se venger. On est là pour construire un état de droit. Et un état de droit est que ceux qui doivent appliquer la loi, c'est nous qui devons appliquer la loi, nous qui sommes du côté du droit, du côté de la loi. Nous devons être des hommes et des femmes qui respectent les bonnes choses. Nous devons être des hommes et des femmes qui restent dépassionnés, même face aux événements. Là, maintenant, nous sommes en train d'aller dans une voie très dangereuse. Pourquoi? La levée ne pourra pas apporter ce dont nous attendons. Parce que, tout simplement, une désorganisation militaire sur le terrain ne peut pas être liée seulement à la trahison, malgré tout qu'on nous crie la trahison pendant plus de 2 ans, sans pour autant apporter des solutions. Donc ça devient un prétexte pour nous donner la peine de mort, un prétexte pour justifier en fait des négociations avec le Rwanda, un prétexte pour justifier en fait l'inaction de notre armée. Ça c'est sur le plan politique. Mais en soi,
une armée évolue. Dans toutes les armées au monde, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des traîtres. Dans toutes les armées au monde, il y a toujours des gens qui n'évoluent pas en harmonie avec l'esprit qui mène la République, la protection de la République, qui servent leurs intérêts. Alors, lorsqu'il y a de tels individus, c'est que l'armée fait. L'armée, en fait, évolue dans des codes militaires, dans les codages des informations et dans l'utilisation des hommes de confiance. Et maintenant, à qui fait confiance le chef de l'État? Quels sont les hommes auxquels le chef de l'État fait confiance pour nous aider à nous en sortir dans cette situation? C'est là où la question doit se poser. Est-ce que ces généraux, est-ce que ces colonels, ces hommes que le chef de l'État est en train de nommer, pourquoi n'arrivent pas ils à pouvoir remplir leur mission? Est-ce que c'est parce qu'on ne les donne pas des moyens? Est-ce qu'ils ne sont pas aptes à pouvoir faire ce travail sur terrain? Est-ce que les hommes que nous mettons au front, ce sont des hommes qui comprennent c'est quoi est la guerre? Est-ce que ce sont des hommes qui savent la question militaire, qui savent des questions militaires, qui savent réagir en militaire? C'est ça les questions auxquelles nous devons poser. Nous ne devons pas nous poser seulement la question de savoir pourquoi il y a l'infiltration, il faut la peine de mort. Non, l'armée c'est l'organe qui fonctionne par patriotisme. Un militaire, vous ne pouvez pas me dire que tout Congolais est prêt à mourir pour le Congo pour un salaire de 100 $. Il n'y en a pas, c'est pas tout le monde. Ce sont ceux qui aiment beaucoup leur pays, qui acceptent de dire non, moi, j'aime mon pays et j'accepte de mourir pour mon pays, mais il ne va pas mourir pour un salaire parce que toutes les armées au monde sont sous-payées. Si vous regardez ce qu'on donne à un militaire américain par rapport à l'économie américaine, vous verrez que c'est moins. Si vous regardez ce qu'on donne à un militaire congolais par rapport à notre économie, c'est moins. Mais maintenant, ce qui pousse les gens à aller dans l'armée, c'est le patriotisme. Je pense que le chef de l'État a été mal orienté, mal conseillé, mal guidé. Je pense qu'on devait aller plus à l'éveil patriotique, au sursaut patriotique et à soutenir les militaires qui aiment le Congo, qui veulent vivre dans le Congo, qui veulent soutenir, qui ont le côté patriotique et qui sont patriotes et qui peuvent défendre le Congo valablement. C'est là où on devait être parce que on ne peut pas sauver une nation par la terreur. Comment on allait procéder à cet éveil patriotique? L'éveil patriotique, le mécanisme, la première manière de pouvoir éveiller, de faire l'éveil patriotique, c'est en fait le partage des souffrances, le partage de tout. On doit tout partager. Quand il y a l'argent en abondance, on partage. Quand il n'y a pas l'argent en abondance, on doit tout partager. Vous verrez Ibrahim Traoré, il refuse de toucher son salaire. Ibrahim Traoré retire les avantages liés aux députés. Mais chez nous, on augmente. Le président Félix a fait, jusqu'à présent, il doit être entre 19 ou 20e voyage. Or, par voyage, à ce qu'il paraît, d'après certaines sources, il y a plus de 2 millions de dollars qui sortent. Donc, c'est une manière de dire on ne partage pas. On ne partage pas. Donc, il faut en fait que les dirigeants, c'est bien d'avoir un président qui est un peu cool, qui essaie de parler comme un Américain ou comme un Français, ou comme un adolescent américain, comme un adolescent français. C'est beau de voir. Mais ce qui suscite le patriotisme, ce n'est pas un match de football. Ce qui suscite le patriotisme, c'est la manière dont les chefs mènent sa gestion du pays. C'est la manière dont les dirigeants conduisent la marche du pays. Donc, lorsque vous vous sacrifiez, lorsque vous montrez que vous êtes dans l'exemplarité de la chose, dans l'exemplarité, lorsque ce qui vous motive, ce n'est pas l'enrichissement personnel, les autres là, qui veulent mourir pour le pays, accepteront de mourir pour leur pays parce qu'ils se diront que non, nous partageons le même amour pour le Congo, nous avons le même sens du sacrifice. Mais lorsque certains arrivent à festoyer à chaque fois, lorsque certains arrivent à avoir 33 000 $ par député national, comme ça s'est dit, je n'ai pas de sources, mais je sais que 21 000 $, c'est clair, c'est reconnu par tout le monde, même le chef de l'État l'a reconnu. Même 21 000 $ américains, c'est beaucoup, pendant qu'un militaire qui accepte de mourir peut toucher moins. Donc, c'est en fait, on devait aller plus, si on avait le souci de redresser ces pays, on devait aller plus à une égalité des chances, à l'égalité des chances et au partage de tout ce que nous vivons comme des bois au sein du pays. On ne peut pas, lorsque le pays va mal, c'est le petit peuple qui doit supporter la charge morale et la charge au quotidien. Mais les autres doivent avoir toujours des salaires qui les permettent d'être au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout. Donc, c'est pas normal. Attendez.
vous venez de dire que non, il faudra avoir l'équité, l'égalité des chances, avoir des salaires décents. Mais je vous donne un exemple. Il y a eu les gens qui ont travaillé avec Kabila. Donc Kabila avait tout donné, non? Kabila les avait tout donné. Mais aujourd'hui, ils sont à l'Union sacrée. Ils ont quitté Kabila. Donc, vous revenez dans mes phrases au début quand je dis que non, l'homme congolais est insatisfait. Bon, madame, je vais vous dire la vérité. Hein, c'est une occasion pour les dire. Une personne pareille, lorsqu'il trahit sa nation, il mérite la peine. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Un vrai kabiliste, pas un vrai, parce que lorsqu'il y a un vrai, c'est qu'il peut avoir des faux kabilistes. Il y a eu des gens qui ont suivi Kabila parce qu'il avait le pouvoir. Le souci en 2006, c'était de rassembler tous les Congolais autour du chef de l'État dans le but de réussir la pacification. Donc, par là, beaucoup ont eu l'occasion d'approcher Kabila et de se faire passer pour des kabilistes. Mais un vrai kabiliste dans l'âme, comme je le suis là, ce n'est pas pour de l'argent. Moi, je peux pas, même si on me proposait un bon boulot, même pour un bon boulot, trahir mes convictions, je ne peux pas le faire. Un bon kabiliste, même pour de l'argent, ne peut pas aller. Parce que d'abord, le kabilisme en soi, c'est en fait l'absence de la croyance au capitalisme, au gain individualiste. C'est ça en fait le capitalisme. Et vous verrez que c'est comme ça. C'est pourquoi vous verrez même Kabila lui-même vivre des fois dans des coins reculés, être dans des coins où il n'y a rien. Mais c'est sa femme qui est une commerçante, qui fait un peu des affaires, qui construit des petites maisonnettes, qui fait un peu des petits business. Sa femme, c'est une commerçante. Mais lui, en tant qu'individu, il vit comme tout citoyen congolais. Mais, donc il vit il a une vie simple et modeste. C'est ça en fait le kabylisme. Mais la plupart qui ont quitté Kabila, c'était en fait des gens qui étaient venus pour des postes et ils ont eu leur argent, ils sont partis. Bon, c'est en fait, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du parcours citoyen, mais ce qui est vrai, il est important que nous puissions... C'est juste une occasion pour le peuple congolais de savoir qui est qui et de savoir déceler les vagabonds politiques, les coureurs. Parce que moi, par exemple, je serais très gêné de devenir tisséquediste, même pour de l'argent. Je me voir porter un mouniéré, commencer à dire tout ce que les gens disent là, béton, fatibé, et accepter ce qu'il ne faut pas accepter. Dans le kabylisme, j'arrive des fois à dire avoir un point de vue qui n'est pas conforme à ces dons, qui peut être porté par le PPRD, mais dans l'IDP, ce n'est pas le cas. Alors je ne peux pas devenir tisséquediste pour de l'argent. Je peux, comme on l'avait fait à FCC Cash, on a soutenu le gouvernement, on a soutenu Félix Tshisekedi, parce qu'on les soutient en tant que chef de l'État. Hein? On peut aller dans cette optique-là, mais dire que devenir tisséquediste, c'est totalement impossible pour moi. Même pour de l'argent, j'aurais du mal à l'être. Même pour de l'argent. Je vous dis la vérité. Chez moi, les porteurs ont dit non, écoutez, sincèrement, ben, peut-être le jour où on sera en face de ça, on verrait. Du feu Boinda qui disait ça. Mais, quand tu dis le sac, même pour de l'argent. Non, même pour de l'argent, on ne le fera pas. Ça, je l'ai dit, je pèse mes mots. Et voilà. Le fera pas. Merci. Le second invité vient de nous arriver vraiment en retard. Dieu merci. Bassaboula. Il faut dire toujours en retard. Hein? Il faut dire toujours en retard. Parce que ce n'est pas la première fois. C'est l'ambiance de l'émission. Oui. Et voilà, il est du parti Les Battes. Ceux de l'Union Sacrée ne sont pas présentés, sans excuse aussi de leur part. Nous travaillons avec ceux qui sont présents ici. Dieu merci, bonsoir. Bonsoir Madame Minouchka. Je tiens à présenter mes excuses. En tout cas, aujourd'hui, je m'étais évacué déjà bien avant, mais seulement que s'il pleut, il y a tout ce que nous pouvons voir. La circulation devient trop fluide là. En plus, apparemment, je n'avais pas la chance aujourd'hui. J'étais à plus de faire comme les amis de l'Union Sacrée. Pourquoi? Parce que arrivé sur Cabinda, je connais pas trop cet avenir. Le croisement Cabinda est l'avenue qui prend Complast et Kitati Baramoto. Le coin de Cabinda là, il y a une station de service. Il y a des agents, je ne sais pas moi, de l'autorisation, si c'est des transports, et traquer les motards, tout ça en tout cas. Ça m'a pris encore du temps parce qu'on était arrivé là avec le motard.
parce qu'il n'y avait pas le passage sur Baramoto, on devait rentrer par là, et puis on nous a encore arrêté par là, il fallait présenter les documents. Bon, vu que mon monteur était régulier, il a dû présenter, il cherchait seulement comment il pouvait avoir quelque chose. Alors moi je me pose la question, où allons-nous avec tout ça? Est-ce que c'est favorable? Et le monteur me dit, j'étais là quand on payait. En tout cas, il y a eu l'argent, hein, les gens ont payé. Mais bon, on se pose des questions. Tout cet argent-là, toutes ces taxes-là entrent dans la caisse de l'État. Les routes ne sont pas toujours bonnes. Il y a toujours de l'insalubrité partout. En tout cas, Kinshasa, c'est non. Madame, il fallait voir. La boue, plus les déchets, et sur la route qui n'est pas bonne, c'est catastrophique. Ça sent mauvais partout. Vraiment. Voilà. Et puis en plus, cette histoire d'électricité, ça commence à ronger comme pas possible. L'électricité, je ne sais pas comment on peut évaluer toutes ces choses-là. Donc on est perdu. C'est la RDC et le Kwamakasi. L'arrivée du moratoire de la peine de mort. Comment vous aviez reçu cette communication, cette décision prise par le gouvernement? La décision prise par le gouvernement. Le gouvernement qui assure la gestion du moratoire de l'exécution de peine de mort. Vous savez, bon, je ne parle pas de moi. Quand on en parle dans la cité, les gens sont d'une manière ou d'une autre d'accord. Vous voyez? Oui. Parce que pour les uns, le seul moyen de sanctionner les impunités et certaines choses, il fallait frapper fort, avoir des musiques trop dures. Et pour les autres, peut-être il fallait payer pour tout ce qu'on a fait. Mais la question reste à savoir quels sont moi je suis pas trop fort en droit, parce que je ne l'ai pas fait, mais quelles sont les infractions qui vont permettre aux juges d'exécuter ou soit d'appliquer ces moratoires? Parce que si on réfléchit bien, si on va vraiment dans la réflexion, si on parle seulement de la trahison, comme le dit nos amis, alors il y a à boire et à manger dans toute cette histoire. Récemment ici, on a perdu quelqu'un de très important et son corps était plus de 7 mois dans le froid, alors que c'est la République qui a perdu. Et si jamais Chéribin Okende, parce que ces sujets-là, ça commence à devenir très sérieux, j'ai été informé que le monsieur qui avait fait le mémo, qui avait lu les mémos, je crois au cimetière ou soit à la morgue, on l'aurait arrêté, entre guillemets, justement parce qu'il a essayé un peu de mettre des points sur certaines choses que le procureur avait dit que c'est lui qui va en parler, il va faire un sujet de alors, je me dis, si jamais, par exemple, cette histoire n'était pas ce qu'on nous a présenté, et qu'il y a eu quelqu'un qui a décidé de mettre fin à la vie d'un député national, d'un ex-ministre, d'une personne aussi importante pour la République. Alors, cette peine, ces moratoires ne pouvaient pas s'appliquer. Autre question, est-ce que ces moratoires ne s'est pas surgi justement pour faire des calculs ou pour des questions de règlement des comptes? Parce que si nous lisons l'histoire récente, M. Félix Tshisekedi, au Kasaï, il avait dit il ne va pas ça démordre plutôt, même si on lui reproche des droits de l'homme, quoi que ce soit. Ce qui m'avait beaucoup tiqué, il parlait des Congolais, il ne parlait pas des rebelles, il est tout Congolais. Alors, est-ce que cette situation n'est pas boutiquée bien avant? Est-ce que ce n'était pas préparé? Alors, la crainte, c'est quoi? Si la mesure, elle est juridique,
Donc, elle ne tient pas de catégorie de personnes. Le pouvoir, on peut l'obtenir, on peut le perdre. Si eux, ils sont irréprochables, tant mieux. Alors, s'ils ont des choses à se reprocher en ce qui concerne la trahison, la haute trahison ou n'importe quelle trahison vis-à-vis de l'État, alors ils doivent faire très attention, ils doivent se ressaisir. Ils ne peuvent pas utiliser des moyens juridiques, ils ne peuvent pas utiliser des moyens de répression pour rendre des comptes à leurs ennemis. À ce moment ici, nous savons qu'il y a une catégorie de personnes qui sont déjà connues, ils peuvent être frappés par ces moratoires, bon, si on les arrête, mais il faudrait aussi savoir que on ne va pas s'arrêter seulement à ces régimes. Si on a levé cette mesure de l'exécution de peine de mort, alors ça doit être continu. Et la crainte est que, je prends les paroles de Fridolin Ambongo, est-ce que dans ces gouvernements, il n'y a pas de traîtres? Quand l'ex-président, parce que je l'appelle comme ça, j'ai vu dans un article qu'il n'a pas voulu faire la remise et reprise avec le nouveau président de la chambre basse, le président d'âge, M. Mbosso. Lorsque M. Mbosso dit « Cher honorable, vous devriez quitter la rébellion », il savait ce qu'il disait. Et il sait à qui il s'adressait. Alors la question, est-ce qu'au sein de notre système politique, au sein de dans nos institutions politiques, il n'y a pas de traîtres qui tirent, qui sont de mèche avec la rébellion? Attendez s'il vous plaît. L'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, n'est-ce pas? Exactement. Demain ou après-demain, Alain Bolodjoa peut conquérir le pouvoir. Exactement. Il devient chef de l'État. Exactement. Vous, ministre de la Justice, est-ce que vous accepterez les traîtres au sein de votre gouvernement? Nous accepterons quoi? Des traîtres, la trahison? Jamais. Mais alors? Alors, ces genres de personnes ne méritent pas la peine de mort? Si, bien sûr. Bon, je ne sais pas. Pour nous les autres, nous avons été autant de fois blessés. Parce que ça ne nous dérange pas. Autant vous prônez pour la sacralité de la vie, autant vous devez aussi prôner pour la sacralité d'une nation. Exactement, vous avez raison. Vous avez raison. Mais il faudrait savoir ceci. Les mesures aussi répressives, nous devons être très prudents. Parce que nous avons essayé un peu de nous débrouiller dans notre démocratie. Et malgré que on a eu autant de fois à violer la Constitution, nos lois, mais nous en avons quand même. Nous en avons quand même. Moi, je peux être reproché de quelque chose. Et on dit que, bon, ça va, c'est un cas de trahison, on doit exécuter cette mesure. Aujourd'hui. Vous savez, on a tué, je crois, Deuxième République, on a tué, après les enquêtes, on a compris qu'ils étaient innocents. Les groupes de Kimba qu'on a exécutés ici sur Ngabi, l'espace Ngabi, Martyr, tout ça. Après un temps, on a compris que les accusations... Tshisekedi avait dit qu'ils sont tués, ils étaient pendus pour des raisons pédagogiques. Papa Tshisekedi. Oui, bon. Il y a encore à débattre sur cette question-là. Ils étaient pendus pour des raisons pédagogiques, alors que la vie d'une personne est sacrée. Vous ne pouvez pas prendre M. Félix Tshisekedi comme ça, pour donner l'exemple à d'autres présidents qui vont venir après, et l'exécuter publiquement pour des raisons pédagogiques. Parce que nous avons vu... Non, quand on parle de raisons pédagogiques, nous devons réfléchir. Parce que ça ne peut pas prendre une catégorie de personnes. Ici, les plus vulnérables, c'est ceux-là qui n'ont pas l'abri. C'est-à-dire que nous savons ce qui revient du rebelle. Moi, cette question, par exemple, de l'infiltration de l'armée. Vous savez, nous avons, pendant un temps, il y a eu des négociations, M. Kabila avec les rebelles.
Et puis après, on a fait ce qu'on avait fait là, brassage, mixage dans notre armée. Les autres sont allés dans des institutions politiques. Mais ceux-là qui ont signé ces accords-là sont connus. Est-ce qu'on ne peut pas les interroger? Est-ce qu'on ne peut pas les mettre à l'écart et les questionner? Est-ce que parmi eux, il n'y a pas ceux-là qui continuent à nous faire du chaos? Alors il faut se poser des bonnes questions pour appliquer une loi. Nous n'avons pas, on ne peut pas faire quelque chose pour plaire aux autres. Mais cette loi, j'aurais voulu que ça soit applicable pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de protégés. Alors, par rapport aux Koulouna, qui sont sans froid, ils tuent des gens, les criminels, qui tuent aussi des gens, qui abattent des gens comme ça. La question, c'est celle-là que je me suis posée. C'est quoi la philosophie de cette mesure? Est-ce que c'est justement pour la trahison ou soit celui qui ôte la vie, on doit aussi l'ôter la vie? Parce que si c'est lui qui ôte la vie, on doit aussi ôter la vie. Je pris le cas de Chéribé Okende. Bon, le procureur a parlé du suicide. Mais tous, nous savons que cette conclusion n'est pas correcte. On ne veut pas débattre cette question, mais on se pose des questions après le passage de ces régimes. Est-ce que le flou demeure toujours. Oui. Est-ce que la vérité ne va pas surgir d'un grand jour? Et si on remarque qu'il y a eu une volonté manifeste de l'éliminer, alors la personne sera identifiée. Et si par malheur c'est l'un des membres du gouvernement, il sera pendu. Il sera pendu. Alors ils doivent faire très attention, ils doivent se ressaisir, ils doivent bien réfléchir, parce que ça peut les rattraper. Tôt ou tard, ça peut les rattraper. Personne ne sera échappé. Si aujourd'hui vous êtes protégé, vous ne serez pas protégé toujours. Et voilà. Je passe la parole à Henri Similar pour rebondir au propos de votre co-débatteur. Bon, j'aimerais qu'ils comprennent au moins. Les brassages mixages étaient décidés à Sun City. C'était une conclusion d'ensemble de Congolais qui se sont mis ensemble, qui ont décidé mécanisme de fusion de plusieurs armées qui étaient dans le but de pacifier la République. Bon, maintenant, s'il faut dire que c'est le seul moyen de pouvoir mettre fin à l'impunité, il faut se poser la question, c'est quoi l'impunité? Est-ce qu'on met fin à l'impunité lorsqu'on condamne 2 ou 3 personnes à la peine de mort? Non, moi je pense qu'on met fin à l'impunité lorsqu'il y a une volonté de pouvoir établir, de pouvoir mettre en application l'état de droit. C'est ce qui met fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité sous-entend que permettre à ce que le droit puisse être dit. Mettre fin à l'impunité, c'est permettre à ce que tout citoyen congolais, pour que les lois de la République puissent être appliquées. C'est ça, mettre fin à l'impunité. Que tous les citoyens, la Constitution doit être respectée. En respectant la Constitution, en faisant qu'il n'y a pas de tribus dominateurs. En faisant qu'il n'y ait pas un tribu qui est dominateur face aux autres. En faisant qu'il y ait l'égalité entre des ethnies. C'est ça, mettre fin à l'impunité. En faisant que, face aux nominations, que ça ne soit pas qu'un seul tribu puisse être primé. C'est ça, mettre fin à l'impunité. Donc, mettre fin à l'impunité en faisant en sorte que les Congolais, qu'un député, lorsqu'il a 21 000 $, normalement, en République démocratique du Congo, un huissier doit avoir au moins 2 000 $ ou soit 1 000 $. Donc, c'est ça, mettre fin à l'impunité. Donc, l'impunité ne doit pas être un sous-entendu comme si, étant que c'est un mécanisme de châtiment des uns et des autres. Non, c'est en fait un état d'esprit général dans lequel la République marche. Et maintenant, ici, on a créé une République de protégés, de surprotégés, et une République de ceux donc qui doivent être face à la loi. Alors là, c'est l'injustice. Et l'injustice n'engendre que des frustrations. On a vécu ça à l'époque des Kabila, non? Madame, je n'aimerais pas aller dans cette logique en disant on n'a pas vécu ça à l'époque des Kabila. On a vécu ça à l'époque des Kabila. On n'a pas... Le régime, non, madame, actuel est sous le pas de la Kabylie. Non, ce n'est pas sous le pas de la Kabylie. Ce n'est pas sous les pas. Donc, à quelle manière? Citez-moi quelles sont les... Quel est le tribu dont, sous le régime de Kabila, qui a été dominateur? Citez-moi.
Les Katangais, c'est pas un tribu. Les Katangais, c'est un espace linguistique. Je parle de l'espace linguistique. L'espace linguistique. Les Katangais dominateurs. Mais les Katangais, quand tu parles des Katangais, il y a les Bemba, il y a les Tagwa, il y a les Rund, il y a les Balubakachi. Non, madame, je vous dis, seulement les Katangais. Ça n'a jamais existé. Ça, je vous dis. Analysez même la liste de nominations, de nommés. Tout existe dans les archives de la République, sous Kabila. Vous allez voir que l'ensemble de la République était représentatif. Il n'y avait pas. Il n'existe pas de tribus Moussoaïli. Il n'existe pas de tribus Katangais. C'est un espace qui regroupe plusieurs tribus, comme il n'existe pas de tribus équatoriennes. Kabila a travaillé avec beaucoup de gens à l'Assemblée nationale, partout. C'était équilibré. Le problème, ce n'est pas d'être toujours dans la défensive. Donc, lorsqu'on veut permettre à un État de se reconstruire et d'aller de l'avant, on doit être dans l'optique de dire ce qui ne va pas. Nous devons l'améliorer. Nous devons améliorer ce qui ne va pas dans le but de pouvoir améliorer la vie des Congolais. Nous ne devons pas être toujours dans le stade où de dire que non, bon, c'était à l'époque de Kabila. Comme c'était à l'époque de Kabila. Est-ce que l'époque de Kabila, c'est la limite qu'on a donnée à cette nation? Ou c'est en fait, nous devons partir de là pour aller au-delà. Nous devons être meilleurs. Nous ne devons pas être limitatifs pour dire que, bon, à l'époque de Kabila, c'est la continuité. C'est quelle continuité dont on nous parle? On avait des cartes de lecteurs. La CENI d'aujourd'hui, lorsque vous allez pour la recherche, vous étiez enrôlé, vous allez pour l'impression de votre carte. On ne vous retrouve pas. Les fichiers sont obsolètes. Il n'y a pas de fichiers. Donc, les gens enrôlés qui ont des cartes, lorsqu'ils vont pour l'impression de leurs cartes, ils ont du mal. Aujourd'hui, vous allez dire l'époque de Kabila. Aujourd'hui, le signal Internet sur l'ensemble de la ville, tous les réseaux confondus, est de mauvaise qualité. Vous-même, vous l'avez remarqué. Merci. Même lui, le signal Internet de mauvaise qualité. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est tellement sale. Aujourd'hui, les Congolais sont divisés. Vous allez me dire, tout ça, on a hérité de l'époque de Kabila. Merci non beaucoup. Merci. Dieu merci, veuillez rebondir. Ok. Je crois que nous ne sommes pas opposés avec mon co-débatteur. Comme j'ai tenté de parler de l'impunité, ce sont des mots parfois quand vous pensez à beaucoup de choses, il y a le choc d'idées et peut-être parfois les mots fuient. D'accord. Je n'ai pas voulu parler vraiment de l'impunité au sens général, mais je voulais juste parler d'une catégorie des infractions que les gens que les gens commettent et puis et que cette loi, ce moratoire doit être appliqué. Alors, Sun City, en tout cas, à ce qui concerne les accords, on en a eu de toutes sortes. Et en 2013, il y a eu l'accord avec les M23, c'était pas à Sun City. Non, c'est pas là. Il n'y a pas eu d'accord en 2013. Ça n'existe pas. Je vous donne seulement ça. Ça, c'est un montage. Laissez-le parler, s'il vous plaît. D'accord. Ce qui est vrai, les leaders de M23 de l'époque on les avait intégrés dans l'armée et dans nos institutions. Et puis après quoi, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais ce qui est vrai, dans cette histoire, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a à boire et à manger. Mais j'aimerais encore parler d'une chose très importante. Allez-y. Une chose très importante à ce qui concerne le même moratoire. Le même moratoire. Le risque, c'est quoi? Le risque est que nous arrivons à un stade où nous avons remarqué qu'il y a tellement de traîtres et que nous devons exécuter plus de 100 personnes. Imaginez, nous sommes dans une situation où on a attrapé tellement de Koulouna qui ont fait du mal, qui ont fait du tort, parce que, vous savez, les mamas du marché et les autres ne jurent que sur la mort de ces gens-là qui. Alors, si par exemple on prend cette mesure parce que ce régime est capable de faire ça, de dire ça, non, ce n'est pas seulement pour les politiciens, même certaines personnes, par exemple les criminels. Imaginez, nous arrivons à traquer les criminels. Vous imaginez à l'époque de l'opération Likofi, voilà, il y avait une dame là qui était enceinte, donc elle a été abattue, elle était avec son mari. On a arrêté le mari, c'est la femme qui a été abattue. Je vous dis, donc, on a fait sortir le fœtus de son ventre. Vous imaginez, un type pareil, un clown pareil. Vraiment, exactement, vous avez raison. Et on est en train de réfléchir. Qui n'a pas froid aux yeux de toucher le sang humain. Nous sommes en train de réfléchir sur la question. Est-ce que
nous devons continuer avec cette mesure de peine de mort au moment où on remarque que la liste est tellement longue et il y a beaucoup de personnalités qui entrent dans cette liste et puis on doit donc, si nous devons rester corrects envers nous-mêmes, étant que de personnes réfléchies, nous devrions d'abord, quand je parle ici, je parle au nom de tous les Congolais, je ne vais pas m'injecter sur cette question parce que nous tous, nous avons quelque chose à dire. Je lance un message à M. Félix Tshisekedi et à son club des politiciens. Je lance un message parce que j'ai vu ici, j'ai suivi une dame qui parlait de la vie de Chiluba. Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas Chiluba, mais il y a une dame qui aurait été assassinée. Je n'ai pas de précision, justement parce qu'il a parlé de la vie passée de M. Kabouya, tout ça. Alors, imaginez si c'est vrai que cette dame est assassinée justement parce qu'il a parlé de la vie de M. Kabouya. Cette dame aussi, elle a besoin de la justice. Et M. Mourato peut aussi frapper M. Kabouya parce qu'il n'est pas épable. Vous voyez? Mais je ne dis pas que ce que je dis est vrai. Mais ce que je vis dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette dame est morte justement parce qu'elle a parlé de la vie de M. Kabouya. Ces genres des exemples, ils ont vraiment ébellé. Ils ont tellement ébellé et que nous devons faire très attention parce que c'est une mesure impopulaire. Réfléchie dans des chambres et de personnes qui seront frappées de ça, ils sont déjà connus dans leur... Selon vous, ça règle des comptes, on veut régler les comptes des gens, surtout ça nous pousse à réfléchir, des opposants. Ça nous pousse à réfléchir ainsi. Parce que si vous voyez généralement, on se pose des questions dans ces 5 ans, si la loi est vraiment, si nous sommes dans un état de droit comme prône l'IDPS, parce que je viens aussi d'avoir une information à monsieur, le communicateur de cette qui coule, au nom quelque chose comme ça, a été sérieusement tabassé par les forces du progrès. Force du progrès, justement parce qu'il est de l'opposition. Vous imaginez ce genre de choses? En tout cas, ces gens-là font la loi. Hein, alors, je vous dis. On ne maîtrise plus. Alors, ils font la loi, ils ont créé un cachot vers DGC là-bas, ils ont créé notre cachot à Bandalungwa, il y a un cachot créé par les forces du progrès. Alors, nous sommes dans un état de droit comme le prône le DPS. Je ne crois pas que c'est seulement l'opposition qui sont dans qui commettent des infractions. Tout le monde est susceptible de commettre ou soit de faire une faute d'une manière ou d'une autre. Mais dites-moi un peu, nous avons eu des cas de détournement. Nous avons eu des cas de détournement. Nous avons eu des cas où c'était exposé comme ça, noir sur blanc, que la personne est reconnue coupable. Nous avons eu des gens qui sont allés en prison, 2 jours après, ils sont sortis, jusqu'aujourd'hui, ils sont libres. Et ces personnes-là ont postulé, aujourd'hui sont des députés nationaux. Nous avons eu tout genre de cas. Alors, quand vous prenez une décision, vous devriez les savoir que l'histoire, on ne l'efface pas. L'histoire, on ne l'efface pas. Les gens sont frustrés. En tout cas, la majorité de personnes, la majorité de la population congolaise n'est plus d'accord avec le régime actuel. Alors, pour Nabassa Makam, quand même bien, parce qu'ils savent que c'est leur dernier mandat, ils se permettent de faire n'importe quoi. Des anges, accordez-nous 3 minutes, s'il vous plaît. Ils se permettent de faire n'importe quoi. Alors, c'est très dangereux pour eux d'abord. Parce que les opposants qui sont en train de traquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas en tout cas, Salomon Kalonda, toujours en prison. Je vois Mike Mkebai, toujours en prison. Tous ces opposants-là qui sont en prison, aujourd'hui, sont en train de s'expliquer ce travail-là. Où on voit le journaliste ici, il s'appelle encore comme... Stani, il a été libéré. Il a été libéré. Depuis quand j'étais... Non, ça fait quelques jours. Il est libre. Deux jours. Il a été enfin libéré. Bon, toutes ces personnes-là, plus tard, merci, ils sont en train de construire une histoire.
et ils vont en répondre un jour. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je donne 30 secondes comme mot de à Henri. Merci madame, hein. Je profite de ce temps pour dire à mon frère que en 2013, personne n'a été intégré dans l'armée. En 2013, le M23 a été chassé militairement de la République démocratique du Congo et beaucoup sont allés en Ouganda et au Rwanda. Et pour dire que tout simplement qu'il n'y avait pas un accord, tout simplement. Parce que s'il y a un accord, on devait respecter l'accord. Donc l'accord, c'est en fait quelque chose qui est publié dans l'Internet, dans les laboratoires de ceux qui n'aiment pas le Congo, qui cherchent à prétexter dans disant tout ça. Donc, pour dire quoi? Pour le moment, par rapport au moratoire, c'est que notre conclusion est que le Congo a besoin d'une harmonie en tant qu'État, pas d'une contradiction en tant qu'État. Les contradictions au sommet de l'État fragilisent la cohésion et font naître en fait la division au sein de l'État. Les dirigeants doivent appliquer la volonté du peuple. Cela va nous permettre d'arriver à un patriotisme, à l'unité entre dirigeants et peuple. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Oui. Dieu merci. 30 secondes, mot de la fin. J'aimerais dire au régime actuel qui se ressaisisse. Nous les attendons dans l'essentiel, comme nous avons eu les informations sur le président Ibrahim Traoré. Il y a eu une réunion du conseil du ministre. Ils ont fixé le prix sur quelques examens IRM, scanner, pour tout le peuple burkinabé. Nous les attendons dans l'essentiel et pas, comme a dit mon co-débatteur, dans les divisions, parce que ce qui est vrai, cette mesure va créer une division et ça ne va pas nous favoriser, nous. Nous avons besoin de la cohésion. Si il n'est pas encore tard, s'ils ne sont pas capables, ils ont quand même la possibilité de démissionner. Merci. Et voilà. Merci, Dieu merci. Il est du parti de le BAC de Alain Boudjoua. Merci à Henri. Merci madame. Merci à Des Anges. Merci à Enoch Mbala. En tout cas, je dis merci à vous qui nous suivez depuis la commune de Mongafula. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu se souvienne de nos femmes, sœurs, mères qui tombent au jour le jour à l'Est. Que Dieu donne la force au peuple congolais meurtri et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.